Alors, on va recevoir nos deux prochains invités dans le volet les RRFS FTQ, notamment un modèle porteur pour l'avenir. Donc, j'ai commencé par Annabelle Caron. Alors, bienvenue Annabelle. Annabelle a œuvré et milité pendant 20 ans dans le milieu communautaire et des groupes de femmes à titre de formatrice et de gestionnaire. Préoccupée par les conditions de travail dans les organismes, elle s'est rapidement intéressée à la question de la retraite. Membre pendant 2 ans du comité de retraite du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, elle décide en 2020 d'intégrer l'équipe administrative du régime comme coordonnatrice générale. Bienvenue Annabelle. Viens-t'en, viens-t'en. Puis on va accueillir aussi Alain Poirier. Alors, Alain est membre et président du comité de retraite du régime de retraite par financement salarial de la FTQ, donc RRFS FTQ, depuis 2008. Titulaire d'un baccalauréat de l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, Alain s'engage syndicalement tout au long de sa carrière et est successivement conseiller syndical, coordonnateur régional Montérégie, Estrie et Centre du Québec, et enfin recherchiste et responsable des régimes de retraite au sein du syndicat des métallos de la FTQ de 1983 à 2009. Donc une belle carrière au sein des métallos de la FTQ. Bienvenue Alain. Donc, il devient par la suite agent de développement au Fonds de solidarité FTQ jusqu'en 2021. Dès 2001, Alain participe à toutes les démarches et représentations afin que la loi et la réglementation permettent les régimes de retraite par financement salarial. Donc, il devient membre du comité provisoire chargé de mettre en place le RRFS FTQ en 2007. Donc, nos invités sont vraiment au cœur des régimes de retraite par financement salarial. Donc, on voit que c'est un peu ton bébé, Alain. On peut dire ça comme ça. C'est vraiment ton bébé. Donc, les régimes, c'est un régime multi-employeur, donc, qui s'adresse à des groupes aussi petits qu'une seule personne salariée. Donc, ces régimes qui ont vu le jour 2007-2008 ont été solidairement initiés par le syndicat et par les groupes de femmes, donc des groupes communautaires essentiellement de femmes. Alors, nous allons débuter le panel par un retour aux sources. Donc, ma première question pour vous, afin de mieux comprendre d'où viennent les RRFS, comment sont nés ces régimes de retraite par financement salarial et quelles sont les raisons en fait, qui ont mené à cette création de ce régime et si vous avez rencontré des embûches à la création. Alain? Alors, merci. Est-ce que j'ai 20 minutes pour raconter non. ça? Non, pas vraiment. Hein? 4 minutes top chrono. Alors, je vais vous raconter, moi, de ma perspective à moi, d'où ça vient les RRFS. Je venais d'arriver en 2001 comme recherchiste au syndicat des métallos, responsable des régimes de retraite. Et à ce moment-là, au syndicat des métallos, il y avait comme une fiducie globale qui regroupait des REER collectifs puis quelques régimes à cotisation déterminée. Et de l'autre côté, il y avait une entreprise, Dominion Bridge, qui venait juste de faire faillite. Et à ce moment-là, quand une entreprise faisait faillite, le Code du travail ne prévoyait pas que l'accréditation était transférée aux nouvelles acquéreurs. L'accréditation tombait tout simplement. Et c'est ADF qui a acheté les actifs de Dominion Bridge. Et ADF a dit au syndicat à ce moment-là, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je vais reconnaître votre convention collective, votre accréditation, tous les membres, je vais les rappeler au travail, je vais reconnaître leur ancienneté, mais il y a une chose que je ne veux pas, c'est votre régime à prestations déterminées. Alors, c'était justement dans les années où les employeurs voulaient se débarrasser de ces régimes-là. Et le syndicat a dit à l'employeur, on est d'accord. Puis, parallèlement, le syndicat a demandé à Retraite Québec, la Régie des rentes du Québec à l'époque, d'administrer temporairement le régime pour qu'on puisse faire des démarches auprès du gouvernement pour obtenir la possibilité de mettre en place des régimes à prestations déterminées, contrôlés par les syndicats. Et une fois qu'on aurait cette possibilité-là, on prendrait leur régime à prestations déterminées, plus le nouveau régime à cotisation déterminée, puis on en ferait un régime syndical à prestations déterminées. C'est les premières démarches que j'ai connues dans ce sens-là. Puis au fur et à mesure des années, c'est joint la FTQ parce qu'à un moment donné, il y a les pompiers de Ville-LaSalle qui, eux aussi, voulaient prendre le contrôle total de leur régime.
Et je me souviens, à une rencontre avec Retraite Québec, Régent Bellemare est arrivé en disant, de la FTQ, en disant, bon, ben maintenant, il y a 2 syndicats de la FTQ qui veulent avoir ce type de régime-là. Ben la FTQ prend le lead de ça. Alors, moi, il n'y avait aucun problème. La FTQ est encore bien plus forte que seulement le syndicat des métallos. Et finalement, aussi, en cours de rencontre avec Retraite Québec, il y a Michel Lisée qui s'est joint à ces réunions-là, qui lui aussi avait comme objectif de mettre en place un régime à prestations déterminées, un régime de retraite par financement salarial, mais pour les groupes de femmes et les groupes communautaires. Puis c'est en 2007 finalement que le règlement a été adopté. À ce moment-là, dans les années 2005-2006, la FTQ ne voulait pas partir un régime RRFS-FTQ. Dans l'esprit de la FTQ, chaque syndicat partirait son RRFS et pourrait investir son actif dans la fiducie globale de la FTQ qu'il y avait à cette époque-là, qui étaient les fonds Legato. Mais à un moment donné, Henri Massé, qui était président de la FTQ, a rencontré Michel Arsenault, qui était directeur du syndicat des métallos, pour dire, écoute, Michel, plutôt que de partir chacun des RRFS, on voudrait partir un RRFS-FTQ. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. Alors, quand la réglementation a été adoptée en 2007, ben, on a mis sur pied un comité provisoire sur lequel j'ai siégé pour adopter tous les textes, choisir tous les professionnels avec qui on ferait affaire. Et finalement, ben, le régime est parti le 1er juin 2008 avec un groupe du syndicat des métallos, un groupe du SCEP, aujourd'hui Unifor, plus les employés et les officiers des sections locales 76-25 du syndicat des métallos et du local 299 de Unifor aujourd'hui, à peu près 350 participants. Puis ben, par la suite, à chaque année, il y a plus de 1000 participants qui ont été ajoutés, de telle sorte qu'aujourd'hui, ben, c'est un régime avec 16 000 participants. Félicitations. À peu près un petit peu moins de 500 millions d'actifs. Alors, ça, c'est ma perspective à moi. Je ne dis pas que c'est la réalité, là, mais c'est comme ça que je l'ai vu, moi, en tout cas. En tout cas, c'est un beau portrait. Je vais te laisser la parole, Annabelle, pour savoir un petit peu comment est-ce que les groupes communautaires ont vécu cette naissance. Je trouve ça tout à fait intéressant, Alain, ce que tu racontes, parce que nous, on est partis complètement différemment. On ne part pas d'un monde syndiqué, de personnes qui avaient la chance d'avoir des régimes à prestations déterminées. On part d'un monde où il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Au tournant des années 2000, les groupes communautaires commençaient à réfléchir sur les conditions de travail dans leur secteur pour constater rapidement qu'il n'y avait rien qui se faisait sur le plan des assurances collectives et des régimes de retraite. Et là, Michel Lisée, je suis contente que tu en parles parce que Michel a été vraiment au cœur de toute notre démarche. Michel dit, mais pourquoi vous ne faites rien pour la retraite? Parce que là, tout le monde qui consacre leur vie au secteur communautaire vont se ramasser sous le seuil de la pauvreté à la retraite avec tous les chiffres qu'on a vus aujourd'hui. Donc, ça n'a comme pas de bon sens que des gens qui ont œuvré toute leur vie à aider du monde se retrouvent à aller chercher les services de ces organismes-là à la retraite. Donc, c'est là-dessus que c'est parti. Puis en même temps, il est sorti la politique de reconnaissance de l'action communautaire qui nommait pour la première fois les besoins de reconnaître, de travailler sur les conditions de travail dans le communautaire. Fait que là, les groupes se sont dit, bien, on fait-tu quelque chose pour essayer d'améliorer notre sort? Il y en a qui disaient, bien, c'est au gouvernement de s'occuper de la retraite du monde, c'est au gouvernement d'investir dans le filet social pour qu'à la retraite, on ait tout un revenu décent. Mais il y en a d'autres qui se sont dit, et les groupes de femmes faisaient partie de ça principalement, se sont dit, bien, pourquoi on n'essaye pas de réfléchir à quelque chose qui pourrait nous ressembler, quelque chose qui nous appartiendrait, qui nous ressemblerait, qui s'adapterait à notre milieu. Donc, c'est là qu'un comité a été formé. Il est sorti aussi une enquête sur les conditions de travail qui disait, bien, pour que travailler dans le communautaire ne rime pas avec misère. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était principalement au plan de la retraite qu'il y avait des manques à gagner dans le secteur communautaire. Et là, Michel Lisée, il travaillait pour le service aux collectivités de l'UQAM, donc a accepté de le dégager une journée par semaine pour aider les groupes à réfléchir à ça pourrait ressembler à quoi un régime de retraite adapté à notre secteur. Et là, une fois les critères sur la table, bien, Michel a dit c'est un régime de retraite par financement salarial que ça ressemble. Ça ressemble à ça, nos besoins. Et c'est là où on est embarqué avec la FTQ
dans un comité conjoint pour faire des démarches auprès de Retraite Québec, donc un comité avec nous, la FTQ et Retraite Québec, qui était, on va se le dire, pas très chaud à l'idée de mettre sur pied des RRFS. Donc, il a fallu faire aussi des pressions politiques parce que comme ça n'existait pas, la loi sur les régimes complémentaires de retraite ne prévoyait pas ce type de régime. Donc, il a fallu faire des pressions politiques et heureusement, la ministre Courchaine, qui était Michèle Courchaine à l'époque, a cru en ce projet-là et a accepté de créer les régimes de retraite à financement salarial. Et bien, nous, on a commencé comme ça aussi. Donc, c'est là qu'on a dessiné tout notre texte de régime, tout ça. Et nous, on a commencé le 1er octobre 2008. Donc, nous, on attendait d'avoir un bassin. On s'était dit, à partir du moment où on a 2000 participants, on se lance. Puis c'est le 1er octobre 2008 que nous, on a commencé. Et après 15 ans, nous, on est rendu à 12 000 personnes participantes et 1000 employeurs. On a dépassé les 1000 employeurs membres du régime. Donc, c'est ça qui est formidable, hein, c'est parce qu'on a pu se regrouper à 1000 employeurs. Il y en a qui ont un employé, mais c'est fou de penser quand même qu'un employeur qui a un employé peut offrir à son employé un régime à prestations déterminées. Donc, c'est vraiment, en tout cas... C'est une belle réussite. Exactement. Ben, bravo, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant d'en apprendre un petit peu davantage là, sur le succès, finalement, de ce régime de retraite. Avec le contexte actuel de l'inflation, j'aimerais vous poser une autre question, notamment avec la présentation d'Evelyne juste avant. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des régimes et l'indexation? Donc, je sais que vos régimes prévoient l'indexation et que lors de crises inflationnistes, là, comme celle que nous vivons post-pandémie, j'aimerais que vous expliquiez finalement comment est-ce que ça s'opère au niveau des régimes. J'ai commencé par toi, Annabelle. Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un régime à financement salarial, les cotisations qui sont faites par les personnes participantes financent l'indexation future. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la cotisation qui s'en va dans la rente promise et il y a une autre partie qui finance l'indexation qui s'en va dans ce qu'on appelle une réserve pour indexation. C'est ce qui nous permet d'avoir dans le texte du régime l'indexation des rentes dans nos régimes de retraite. Ceci dit, l'indexation n'est pas automatique, donc c'est une décision qui doit être prise annuellement par chaque comité de retraite en fonction de la situation financière du régime de retraite. Donc, dans notre cas, puis là, Michèle, j'imagine que tu vas expliquer comment ça se passe dans le cas du vôtre, mais nous, on est vraiment sur une approche prudente, donc dans notre régime de retraite, parce que notre secteur est un secteur plus fragile, les salaires sont plus bas, donc pour nous, c'est important quand on accorde l'indexation, qu'on est en mesure de maintenir notre niveau de cotisation. Cette décision-là, bon, elle est prise annuellement. Ceci dit, nos régimes de retraite, on ne l'a pas dit encore, mais c'est un succès du point de vue de la solidité des régimes. Donc, l'indexation a été accordée jusqu'à ce jour, jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, pour 2022, dans le cas de l'inflation actuelle, donc le comité de retraite ne s'est pas encore positionné sur quelle sera la position du comité pour l'indexation 2022. Mais une chose est certaine, si l'indexation n'est pas accordée en 2022 puis qu'on l'accorde en 2023, on recule en arrière. Donc, on réindexe à partir de 2022 et 2023, ainsi de suite. Donc, on indexe rétroactivement les rentes du régime de retraite avec un maximum de 4 comme le prévoit le texte du régime. Est-ce que c'est aussi... Alain, ça, c'est par rapport à l'indexation. J'imagine que pour celui de la FTQ, l'indexation aussi est limitée à 4 si je m'abuse, Alain. Mais j'aimerais savoir comment va le régime, justement, par rapport à l'indexation au niveau de la FTQ. Ah, bien, il va très bien, mais peut-être, j'aimerais ça expliquer qu'est-ce que c'est d'abord un régime de retraite par financement salarial. Hein? C'est un régime à prestations déterminées. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est un régime qui garantit une rente qui ne peut jamais être réduite, peu importe la situation financière du régime. C'est soit un régime salaire-carrière ou soit un régime à prestations forfaitaires. Ça ne peut jamais être un régime type salaire final. Et la particularité de ces régimes-là, c'est que la cotisation de l'employeur, elle est fixe. Et c'est les participants du régime qui assument les risques. Le risque d'une variation du coût du régime ou le risque de déficit. Puis, pour réduire au maximum le risque de déficit, bien, la cotisation finance la rente plus l'indexation de la rente jusqu'à la mort du participant. Alors, juste à titre d'exemple, dans notre régime, pour chaque pièce qui rentre pour financer la rente garantie par le régime, il y a 70 cents et un petit peu plus qui sert à financer l'indexation.
Alors, imaginez-vous, c'est un peu comme si vos régimes à prestations déterminées étaient financés à 170 du coût du service courant. Alors, il n'y aurait jamais de déficit dans ces régimes-là. Bien, le risque de déficit dans un régime à financement salarial, il est très, très, très faible. Alors ça, ce sont les régimes de retraite par financement salarial. Maintenant, nous, le régime de la FTQ, on n'a pas accordé l'indexation avant l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2013. De 2008 à 2013, on n'a pas accordé l'indexation parce qu'on voulait bâtir un surplus. On prévoyait dans le texte du régime qu'il faut avoir 10 de surplus sur une base de capitalisation en tenant compte de l'indexation future pour pouvoir accorder l'indexation. Puis c'est au 31 décembre 2013 que là, on a été en mesure d'accorder l'indexation pour toutes les années en arrière. On aura fait une autre évaluation actuarielle au 31 décembre 2016. Encore une fois, on a tout indexé les rentes. Au 31 décembre 2019, on a tout indexé les rentes également. Mais pendant toute cette période-là, l'inflation était basse. L'inflation, elle n'excédait même pas 2 Puis, au 31 décembre 2019, encore une fois, le régime est en excellente santé financière, 2 ans après l'évaluation actuarielle précédente, et le comité de retraite a recommandé à la FTQ d'accorder l'indexation, de ne pas attendre 3 ans. Pourquoi? Bien, c'est sûr que ceux qui sont au travail, ça ne leur dérange pas que je leur dise demain matin, on augmente toutes vos rentes, ou de leur dire seulement dans 2 ans. Mais celui qui est à la retraite, par contre, il veut l'avoir son augmentation et non pas l'avoir dans 2 ans. Alors, c'est ça qu'on a fait au 31 décembre 2019. On a fait une évaluation actuarielle 1 an plus tôt que prévu, puis on a accordé l'indexation. Encore une fois, l'inflation n'était pas très élevée. Là, en 2022, une moyenne de 6,5 d'inflation. Nous, on vient de faire une évaluation actuarielle au 31 décembre 2021. On sait qu'au 31 décembre 2022, le régime est en excellente santé financière malgré l'année 2022. Alors, on a consulté nos actuaires et on est en mesure de recommander à la FTQ de faire une évaluation actuarielle au 31 décembre 2022 et d'accorder non seulement l'augmentation prévue maximum par la loi de 4 mais on a encore suffisamment de surplus pour accorder la pleine augmentation de 6,5 au 31 décembre 2022. Évidemment conditionnel à ce que le bureau de la FTQ accepte ça. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au 31 décembre 2021, non seulement on a accordé la pleine indexation, mais on a accordé une deuxième forme d'indexation qui me fait penser un peu à la présentation de la présentatrice qui nous a précédés. C'est-à-dire qu'on a accordé la différence entre l'augmentation du salaire industriel moyen par rapport à l'inflation. Alors, on a accordé cette deuxième forme d'indexation-là, puis après avoir accordé la deuxième forme d'indexation, il reste encore suffisamment de surplus. On a augmenté les rentes de tout le monde de 4 wow. Juste pour vous donner une idée, là, les personnes là, qui étaient en 2008 dans notre régime, chaque 100 piastres de rente qu'ils ont accumulé en 2008, bien, si on n'avait pas jamais accordé d'indexation, bien, ce 100 piastres-là, aujourd'hui, il vaut à peu près 75 piastres. Puis, si on décide d'accorder l'indexation selon l'inflation jusqu'à aujourd'hui, bien, ça prend à peu près, ça vaudrait en dollars courants 135 piastres à peu près. Nous, avec les augmentations qu'on a accordées, plus les surplus qu'on a distribués, bien, le 100 piastres de 2008, maintenant, il vaut 154 piastres. Alors, c'est un régime qui a accordé non seulement l'indexation, mais en plus de ça, a distribué des surplus. Puis après avoir distribué tous ces surplus-là, le régime demeure en excellente santé financière, autant sur une base de capitalisation en incluant l'indexation que sur une base de solvabilité aussi. Et les membres du comité de retraite, on en est très fiers de ça également. Je pense que vous avez vraiment de quoi être fiers. C'est vraiment beau, en fait, de voir que ce régime est vraiment en très bonne santé. Puis surtout que ça augmente aussi les prestations, finalement, que reçoivent les retraités. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, Alain, c'est qu'il y a eu beaucoup de doutes sur la viabilité des RRFS, alors ça fait longtemps qu'on dit, ben non, c'est un régime qui est solide, il a été pensé pour être solide, justement par la réserve d'indexation. Puis ceux qui pensent qu'il y a un quatrième pilier de la retraite, qui est le travail, c'est ceux qui y croient le moins à nos RRFS. Donc, on travaille beaucoup à lutter contre les préjugés
contre les RRFS qui, ben là, ça ne durera pas, vos régimes sont jeunes, vous allez voir, quand ça va faire longtemps, ça ira pas bien, mais l'expérience nous montre que nos régimes sont solides, ils sont pensés pour être solides, mais pas juste à court terme, à long terme, et que c'est une solution très intéressante pour les travailleurs pour avoir accès à une prestation déterminée. Parce que des fois, on circule, on fait des formations sur la retraite, puis les gens nous disent « Êtes-vous vraiment un régime à prestation déterminée? » Il me semble que ça ne se peut pas. Donc, il faut briser les préjugés pour montrer aux gens qu'un régime à financement salarial, c'est intéressant, c'est une prestation déterminée qui assure une sécurité du revenu à la retraite. Donc, je pense qu'il faut publiciser, Alain, le succès de nos régimes de retraite. On est là pour ça aujourd'hui. Oui, puis en plus de ça, c'est que, tu sais, c'est un régime qui ne se retrouvera jamais dans une situation d'important déficit à cause de la façon dont il est financé. Mais mieux que ça, c'est un régime qui nous appartient. Beaucoup de régimes à prestations déterminées du secteur public qui ont été administrés par les employeurs là, ont été financés au strict minimum avec des hypothèses la plupart du temps trop généreuses. Puis aussitôt qu'il y avait des surplus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé tout de suite à prendre des congés de contribution. Ça n'arrivera jamais dans le RRFS de la FTQ. Parce que la cotisation de l'employeur, elle est fixe. Peu importe ce qui se passe, l'employeur va continuer de payer la même cotisation. Puis c'est un régime qui nous appartient. Les employeurs ne peuvent pas tripoter dans ce régime-là, puis ils ne peuvent pas le modifier. C'est un régime syndical qui accumule de l'actif, puis qu'un jour va aussi travailler pour le mieux-être des travailleuses et des travailleurs. C'est un régime qui nous appartient, ça. Mais le fait justement que ça vous appartienne, j'imagine que vous avez un plein contrôle sur les investissements. Donc, en lien avec toute la présentation qu'on a eue ce matin par rapport au changement climatique et par rapport aux facteurs ESG, j'aimerais ça qu'on rêve un petit peu, puis au niveau de l'avenir et des enjeux justement d'investissement, comment ça se déroule pour vous et comment est-ce que vous voyez les RRFS dans les 15, 20 prochaines années? Annabelle? Bien, en fait, les préoccupations d'investissement responsable, de notre côté, ça fait vraiment partie du régime depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un enjeu qui est nouveau. Les gens du communautaire, ça les questionne depuis le début du régime. Oui, mais où est-ce que vous allez placer notre argent? Vous n'allez pas quand même placer ça dans des institutions qui ne représentent pas nos valeurs, qui ne représentent pas nos préoccupations sociales. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. On veut bien. On a parlé ce matin, donc on a une responsabilité fiduciaire en termes de comme comité de retraite, comme régime de retraite. Mais ceci dit, nous, ça fait très longtemps que dans notre politique de placement, on a une liste d'une quinzaine de critères qui déterminent en fait les questions qu'on va poser aux différents gestionnaires de fonds qu'on va choisir. Donc, on questionne beaucoup et ça fait vraiment partie de notre approche. Donc, évidemment, c'est inscrit que dans la mesure du possible, donc dans la mesure où ça répond à nos besoins de rendement, on va établir ces critères-là pour le choix des gestionnaires. Et ça a été dit ce matin, puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à le nommer, les comités de retraite, on a vraiment une influence, on peut avoir une influence, questionner, c'est important. On a questionné plusieurs gestionnaires qui s'est jamais fait poser de questions, puis qui ont commencé à réfléchir à leurs pratiques, puis à nous rendre des comptes par rapport à nos préoccupations. On a aussi, à un moment donné, eu l'opportunité d'investir dans des dettes en infrastructure. Mais les groupes ont dit, on ne peut pas investir là-dedans. C'est plein de gens qui investissent dans des PPP sociaux, là, des partenariats publics-privés, qui privatisent les systèmes de santé, les prisons. Nous, on milite contre ça, la privatisation des services publics. Il n'est pas question qu'on investisse là-dedans. L'infrastructure, on repassera. On n'a quand même pas abandonné, on a cherché des gestionnaires qui pourraient répondre à nos critères. Et finalement, il y a un gestionnaire qui nous a dit, bon, on n'a rien qui correspond à vos critères, mais on serait prêt, par contre, à en réfléchir un, puis à en construire un qui répondrait à ces critères-là. Bien, ça a pris un peu de temps, mais ce fonds-là existe aujourd'hui et ce fonds-là remporte des prix pour son éthique d'investissement. D'autres caisses de retraite ont commencé aussi à investir dans ce fonds-là. Donc, tu sais, c'est pour vous démontrer qu'on a un rôle à jouer, puis que si on veut aller plus loin dans l'investissement responsable, bien, faut pas hésiter à nommer nos critères puis à dire qu'est-ce qu'on veut. Il y a possibilité de faire avancer les choses, puis les RRFS, c'est un modèle d'innovation sociale, mais je pense qu'on peut jouer de l'innovation sociale de ce côté-là aussi. Puis je pense qu'on peut aller plus loin en exigeant aussi, pas juste qu'ils répondent à nos questions, mais qu'ils nous fassent des rapports détaillés. Ce qui nous manque aujourd'hui dans l'investissement responsable, c'est la mesure de ces impacts-là.
On a un peu glissé un mot ce matin, mais je pense que maintenant, on devrait pousser sur la mesure d'impact de nos placements, de nos investissements. Puis c'est important que ça réponde, je pense, notre argent, on dit que c'est notre caisse, c'est nous qui avons le contrôle, bien, il faut que ça réponde aussi à nos valeurs, à nos critères le plus possible. Donc, Alain, avec le monde du travail, dont tu connais un bon morceau. Oui. Bien, en fait, l'avenir du RRFS-FTQ, je le vois très grand. C'est aussi ce qu'on essaie de faire, c'est d'obtenir la permission que les employés sous juridiction fédérale puissent adhérer à notre régime, qui est un régime sous juridiction provinciale. Actuellement, ce n'est pas possible pour les employés sous juridiction fédérale d'adhérer à un régime sous juridiction provinciale. Alors, on entreprend des démarches auprès du fédéral pour avoir cette possibilité-là, ce qui augmentera encore plus le nombre de participants et l'actif de la Caisse. Actuellement, la Caisse est un petit peu moins de 500 millions. Notre actif, bien, on l'investit dans les fonds communs qui sont sur la plateforme d'SSQ. Alors évidemment, on a moins de choix, moins de contrôle que si on avait nos propres fonds ségrégés. Pour l'instant, on est satisfait des fonds qu'on a et c'est sûr que l'investissement responsable, c'est une priorité de la FTQ et des membres également du comité de retraite, mais nos outils sont quand même limités. Évidemment, on ne peut pas voter nos propres droits de vote sur des actions qu'on posséderait parce qu'on est en fonds commun. Par contre, on peut évidemment inciter les gestionnaires des fonds dans lesquels on investit. Bien, on communique avec ces gestionnaires-là à certaines occasions pour les enjoindre de voter lors des assemblées annuelles des actionnaires une partie de leur droit de vote de la façon dont on voudrait qu'ils votent selon les proportions des unités qu'on a dans leur fonds commun. Mais ça, c'est plutôt difficile. Alors, mais au plus, là, actuellement, on a un comité de placement qui, on va revoir toute la question de notre répartition d'actifs, puis des gestionnaires aussi. Et c'est un critère qu'on a aussi, de choisir des fonds qui soient plus éthiques que d'autres. Mais c'est sûr aussi qu'on a une responsabilité fiduciaire, Exact. puis on doit apporter des rendements pour être capable de verser les rentes qu'on a promises aux participants du régime. Exactement. Puis pour la santé du régime également. Exact. Bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser des mots de la fin, parce que je regarde Marie-Claude, puis je regarde Marie-Josée. Je ne sais pas si on a dépassé le temps. On est correct, hein? Mais je vois qu'il y a une question au micro. On n'entend pas? OK, 1, 2, 2, 2. Oui. Excusez. Danny Maton, section locale, 644, Québec. Moi, je voudrais savoir au niveau du RRFS, pourquoi on est obligé de cotiser tous les membres de l'unité? Pourquoi on ne peut pas l'offrir un peu comme le Fonds de solidarité aux membres qui seraient intéressés? Parce que moi, je dirais indirectement, on ira chercher beaucoup plus de membres, puis le fonds pourrait grossir bien plus. Fait que c'est juste une question de même, là. Merci. Merci pour votre question. La réponse est la suivante. Bien, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre conclusion, mais laissons la conclusion de côté. La réponse, évidemment, on pourrait avoir un régime dans lequel on dirait l'adhésion est strictement volontaire. Nous, ce qu'on pense, c'est que si c'était le cas, bien, les plus jeunes n'adhéreraient pas au régime parce que ce ne serait pas nécessairement leur priorité pour l'instant. Je ne dis pas là la totalité des plus jeunes, mais je dis qu'il y a une bonne proportion des plus jeunes n'adhéreraient pas au régime et une grande proportion des plus vieux, pour qui ça devient une priorité la retraite, décideraient d'adhérer. La conséquence de ça, c'est que ça ferait augmenter l'âge moyen du régime par rapport à ce qu'il est actuellement. Et si l'âge moyen du régime est plus élevé, bien, la conséquence de ça, c'est que le coût du régime est plus élevé aussi. Alors, le choix que la FTQ a fait, bien, c'est de dire, si un groupe veut adhérer au régime, ils prendront leurs décisions selon leurs propres règles démocratiques, mais un coup que le groupe a décidé d'adhérer au régime, l'adhésion est obligatoire pour tous. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est
exactement la raison pour laquelle la FTQ a décidé que l'adhésion était obligatoire. Je dirais un petit mot aussi là-dessus, parce que nous aussi, l'adhésion est obligatoire pour l'ensemble des participants. Donc, quand un employeur adhère, ce n'est pas facultatif. On se fait souvent dire, bien, nous, on aimerait ça cotiser ce qu'on veut, puis juste si on veut. Mais moi, je le ramène tout le temps à la force de nos régimes de retraite, c'est justement l'aspect collectif. Donc, si on ramène ça à l'aspect individuel, on perd une partie de notre essence et de la force de nos régimes. Donc, la force, c'est ça, des régimes interentreprises. Puis pourquoi on peut avoir un RRFS, une prestation déterminée? C'est parce qu'on se met tout le monde ensemble. Donc, je les ramène à notre valeur, à nos valeurs collectives, finalement, pour expliquer. Ton explication est plus, mettons, actuarielle. La mienne est plus philosophique. Oui, au micro, la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, Éric Pinsonneau, président du SFP 3624, les employés syndiqués de Cogeco Connexion Québec. Donc, comme ça le dit peut-être, nous, on est dans le code fédéral parce qu'on vient des télécoms. Content de savoir que ça s'en vient. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un ordre de grandeur ou si, en tout cas, s'il y a une bonne probabilité. Là, j'ai perdu un petit peu le fil de ma question. Je voulais savoir un peu à quoi ça ressemblait, là, mettons, le pourcentage de rente qui est accumulé. C'est à partir de quel âge qu'on peut prendre une retraite sans pénalité, puis c'est quoi le facteur? Là? Souvent, on parle de 35, 90 ou quelque chose comme ça, là, un nombre d'années de service versus l'âge plus le nombre d'années de service. Là, un petit peu plus de détails là-dessus, s'il vous plaît. Oui, bien, d'abord, je peux vous dire que sur notre page Web, que vous pouvez avoir accès par la page Web de la FTQ, essentiellement, si vous allez sur Google, vous tapez RRFS FTQ tout ensemble, le premier hyperlien en haut que vous allez avoir, c'est notre page Web. Et il y a un hyperlien pour vous rediriger vers notre chaîne YouTube. Et on a 3 petites vidéos, dont 2 qui expliquent en détail le fonctionnement du régime, qui répond pas mal aux questions que vous m'avez posées. Mais essentiellement, le coût du régime, on essaie qu'il soit le plus stable possible. Il peut varier évidemment à chaque évaluation actuarielle, mais déjà depuis au moins 3 évaluations actuarielles, il est fixe. Et le coût du régime, il est établi pour avoir une rente de 1 % du salaire, payable sans réduction à 65 ans d'âge. Bien, ça coûte 8,1 % de cotisation. Puis après ça, bien, il faut faire une règle de 3 là, pour des niveaux de cotisation différents ou des formules de rente différentes. Puis si on a une contribution forfaitaire, bien, pour chaque 100 piastres de rente payable sans réduction à 65 ans, ça coûte 810 piastres de cotisation. Ça, c'est le coût du régime. Chaque groupe qui adhère au régime décide combien est-ce qu'on met dans le régime. Alors, ça varie de groupe en groupe. Puis aussi, chaque groupe va décider à quel âge on veut que la rente soit payée sans réduction. Et au plus tôt, c'est 60 ans d'âge. Mais évidemment, si tu prends une rente non réduite avant 65 ans, bien, elle coûte plus cher à financer. Alors, toutes ces questions-là, elles sont pas mal répondues par les 3 petites vidéos, les 2 petites vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou peut-être tantôt au 5 à 7. Parfait, merci. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour. Yves Champagne, PUAC 1991P. Juste pour venir en arrière, quand que le FTQ avait fait un sommet en 2000 à Québec, Michel Lisée était là à l'époque. Nous autres, au Québec, on est un des premiers syndicats à avoir un régime syndical contrôlé juste par notre syndicat. Il n'y a aucun employeur qui siège dessus. Puis, j'avais donné notre livret de régime de retraite à Michel. C'est avec ce livret-là que c'est basé pour montrer le RFSS, il y a plusieurs années. Okay. Deuxièmement, tu parlais, vous vouliez embarquer des groupes fédéraux. Nous autres, on a déjà commencé à embarquer des groupes fédéraux. Si ça peut vous aider, on le fera faire avec nos actuaires, comme on l'a fait, mais c'est déjà fait, nous autres. On a un régime provincial, on a déjà un groupe fédéral qui est avec nous autres. Merci beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime le petit castor, hein? Non. Non? Non. C'est quel régime que tu parles? PUAC 1991P.
Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, local 1991P. On est un des seuls syndicats. Notre régime existe depuis 1962. Puis c'est un régime à prestations déterminées? Prestations déterminées. OK. Ouais. Merci beaucoup. Mais je voudrais vous remercier. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Mais je voudrais juste rajouter, parce que ça semble être une correction de ce que j'ai dit. Je vous l'ai dit dès le début, hein, c'est la façon dont moi je l'ai vu. Tu sais? Je dis pas que c'est la réalité, là. Ce que je dis, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais merci, Alain. Merci beaucoup. Puis je repasse la parole à Marie.